Bon, alors aujourd'hui, c'est pour en ce qui me concerne, je considère que c'est la partie la plus importante. Hier, vous avez la plongée au cœur de la construction métallique par ce qui s'est le passé. J'ose espérer que vous êtes convaincus qu'il n'y a pas à avoir peur de la construction métallique. En France, les architectes ont peur. Hein. Comme ils ne connaissent pas, on ne leur a pas appris, donc comme ils ne maîtrisent pas, ils ne préfèrent pas y aller du tout. Donc ils continuent à faire du béton. Pour lequel les architectes marocains sont un peu de même style. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la crainte de quelque chose qu'on ne connaît pas, alors qu'en fait, pour un ingénieur, c'est beaucoup plus simple, puisque, je dirais, on est dans de la mécanique. Et d'ailleurs, il y a de très bons ingénieurs en construction métallique qui sont issus de la construction mécanique. Parce qu'en fait, ils ont un accès plus facile de par les mécanismes mis en scène dans les constructions. Alors donc aujourd'hui, il faut d'abord que j'allume ça, ça va marcher, voilà. Donc aujourd'hui, deuxième jour, on va regarder toutes les règles de conception, tout ce qui se passe aussi bien dans la conception, donc les règles elles-mêmes de stabilité des bâtiments, mais également on va regarder un peu les différents éléments de la construction, c'est-à-dire les poteaux, les poutres, comment ça se passe, comment se font les assemblages, tous ces petits détails. Il n'y a pas une règle uniforme pour une construction métallique, c'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque projet est un prototype, c'est une nouvelle chose à faire, donc il n'y a que des règles de base, et il n'y a que par la connaissance et la maîtrise des règles de base que l'on peut faire une structure aussi complexe soit-elle. Si on ne maîtrise pas la base, quand ça devient compliqué, c'est trop compliqué pour voir où sont les erreurs. Alors ce matin, donc, on va plutôt se focaliser sur ces points-là, on va bien les travailler ensemble. Ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez bien compris. Et cet après-midi, on fera une sorte de mise en application, de jeu. Même, c'est un petit jeu. C'est un logiciel que j'ai d'auto-formation, que je vous donnerai après. Donc vous l'aurez, vous pourrez continuer. Je vous invite même à le faire du début jusqu'à la fin. Ça se fait en s'amusant. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. Mais si vous avez fait tout ce petit jeu, cette petite formation, il n'y aura plus aucun secret pour vous dans la conception des structures. Là encore, je répète, je ne parle pas de calcul. Le calcul, pour moi, il intervient après. Hein, c'est-à-dire que la structure, il faut d'abord qu'elle tienne debout avant de la calculer. Voilà, donc alors aujourd'hui, donc ces deux parties, les voilà, donc c'est la conception dans un premier temps, et puis le deuxième, sous forme de petit jeu, donc toutes les fonctions très détaillées de cette structure sur un objet très simple qui est une halle industrielle. C'est un bâtiment industriel, il n'y a rien de plus simple. Mais en fait, une structure compliquée, elle se base quand même sur les mêmes bases que celle du bâtiment industriel. Donc si vous maîtrisez tous les éléments de ce bâtiment industriel, vous n'aurez pas de souci pour faire le reste. C'est pour ça que j'ai pas mis d'heure. C'est-à-dire que pour moi, ce qui m'importe, c'est que la première partie, on la fasse à fond, qu'on ait bien compris, que tout le monde ait bien compris. Et si on finit à midi, bah, tant mieux. Et puis dans ce cas-là, cet après-midi, on aura 3 heures pour commencer à faire ce petit logiciel d'auto-formation, de voir comment on s'amuse avec. Et puis, vous pourrez même d'ailleurs à ce moment-là, vous auto-former, puisque si M. Dabounou l'a fait, je vais donner une feuille de papier, vous allez pouvoir marquer vos réponses. Alors en fait, ça se fait sous forme de questions. Et donc vous marquez vos réponses, puis vous allez savoir si c'est bon, si c'est pas bon, vous pourrez compter vos points et savoir où vous vous situez. Comme je vous avais dit hier, c'est pas noté, c'est rien du tout, c'est pour vous. Donc ça sert à rien de tricher. Si vous trichez, c'est vous trichez à vous-même. Hein, c'est pas le but, c'est de savoir s'auto-évaluer à un moment donné. Parce que quand on est ingénieur, devant sa feuille de calcul, on est bien auto-évalué, parce que le bâtiment, s'il tombe, l'évaluation, elle tombe vite. Voilà. Alors, nous allons partir donc sur cette conception. Et voici cette petite diapositive, c'est pour ça que je dis que c'est important, parce que cette diapositive, c'est celle qui pose le plus grand problème pour moi dans le monde de la construction métallique. C'est quand on part sur un projet, quel qu'il soit, la première chose que fait l'architecte, il fait son plan. Et puis il considère qu'il a fini le travail ici. Et puis l'ingénieur, le calculateur, quand on commence à le faire travailler, on lui dit ben, mon vieux, il faut modéliser le projet et le calculer. C'est ça. Pour moi, il y a 4 étapes intermédiaires qui sont un peu
pas forcément oubliés, c'est-à-dire qu'ils sont ou suggérés par l'architecte, ou à un moment donné l'ingénieur va remonter un peu par là pour voir si ça a été fait ou pas. Mais c'est très rare que l'on trouve l'ensemble de ces étapes qui ont été maîtrisées, notamment par l'architecte. Et quand on voit par exemple le prédimensionnement, ça veut dire que ce n'est pas du calcul, mais c'est au moins savoir l'encombrement d'un élément au niveau du projet. Si l'architecte il commence à dessiner sous un plafond à 2,70 m une poutre de 20 cm, il se dit c'est bon, je passe. Mais en fait, si la poutre elle fait 80 cm, ça va faire mal au front quand on va passer dessous. Bonjour. Donc ces points-là sont donc essentiels. D'abord, donc sur un plan d'architecte, pour moi, je vous dis encore, hein, pour moi, l'architecte, normalement, il devrait aller jusque-là. Mais vous verrez au Maroc, il s'arrête là-haut. Donc pour moi, l'architecte, normalement, il devrait, quand il a fait son plan, tracer les épures. On va voir ce que c'est que les épures sur son plan. Et puis après, travailler la stabilité de l'ensemble. Les épures, c'est par où vont passer l'ensemble des pièces. Donc comment elles vont se stabiliser. Et puis après, quand on a fait l'ensemble de ces pièces, quelle est la caractéristique de l'assemblage? Est-ce que c'est une articulation? Est-ce que c'est encastré? Il va falloir le choisir. C'est la stabilité qui va conduire ce choix. Après seulement on pourra travailler sur le pré-design des composants. Quelles sont les pièces que je vais mettre? Est-ce que mon poteau il est rond? Est-ce que c'est un H? Dans quel sens il est? Etc. Puis donc à ce moment-là travailler sur le prédimensionnement, c'est-à-dire savoir à peu près quel est l'encombrement de chacune de ces pièces, pour voir si ça pose pas de problème au niveau du projet. Et seulement là, on peut considérer que le projet il est finalisé. Et maintenant, s'il est finalisé, il va falloir passer dans ce que j'appelle la phase de pré-exécution, c'est-à-dire de calcul réel de l'élément et du nombre d'aciers mis en œuvre, etc. Donc le calcul de l'ensemble des pièces. Alors je vais reprendre ces éléments les uns après les autres, parce que ce cheminement-là, il doit toujours être fait. Quand je travaille avec les architectes et que je leur apprends tout ça, après je leur fais un exercice sous forme de jeu de rôle. Là on est trop nombreux, on n'y arrivera pas. Donc c'est pour ça que j'ai fait l'autre exercice. Mais je leur fais un jeu de rôle où je leur donne une structure à analyser. Et typiquement un architecte, qu'est-ce qu'il a? Comme il voit son dessin de départ et puis après il voit un objet fini et qu'il oublie toutes ces étapes, quand il analyse une structure, il fonce sur l'élément, il dit ah, c'est quoi ça, puis il commence à regarder, et il n'a pas une vue globale sur l'ensemble de la structure. Donc ils font tous des analyses qui ne tiennent pas la route. Alors que s'ils reprenaient sur le projet qu'ils sont en train d'analyser ce cheminement, en se disant bon, c'est quoi l'épure, après comment ça tient debout, la stabilité dans les 3 dimensions, et puis redescendez comme ça, il y a des projets qui sont excessivement simples et qu'ils peuvent trouver, et que vous pouvez donc trouver facilement dans cette analyse. Mais si on part de travers, il y a des structures qui sont très complexes, hein. Vous avez vu certaines structures de type high-tech. Si on commence à regarder pourquoi le tendeur, mais qu'on n'a pas regardé l'ensemble, quelle est la fonction de cette pièce-là, on n'arrive pas à comprendre l'ensemble de la structure. Et on peut faire des erreurs. Alors donc premier point, l'épure, c'est quoi? C'est l'architecte quand il a fait son, là ici c'est un amphithéâtre, hein, j'ai pris n'importe quoi, peu importe, c'est à un moment donné de définir où vont se trouver les lignes d'épure, c'est-à-dire l'endroit par où vont passer les poteaux et les poutres, tout simplement. Appelons un chat, c'est pas très compliqué. Donc on imagine bien qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose ici, qu'il va falloir de l'autre côté, puis qu'il va falloir franchir. Et si on veut franchir, il va falloir trouver les endroits. Je ne vais pas forcément passer n'importe où. J'ai fait ça, j'aurais pu faire autre chose. Mais ce qui est important quand on est en conception métallique, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que hier, c'est que l'acier coûte cher. Donc s'il coûte cher, il faut que je favorise les grandes portées, par exemple. Et qui dit grande portée va dire aussi quand même inertie des pièces, donc il va falloir en tenir compte. Donc c'est pour ça que je dis que ça conditionne vraiment le projet. Et donc il faut en tenir compte. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'au bout de 25 ans de métier, j'ai très souvent vu une charpente où l'architecte voulait que ce soit du métal et ça se finit en béton à la sortie. J'ai jamais vu l'inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les cas de figure, quand il y a une inversion, c'est-à-dire que quand l'architecte s'est dit je vais faire ça en métal et que ça finit en béton, c'est parce qu'en fait au départ, il a fait un projet en disant je vais faire du métal mais en réfléchissant en béton.
Et au bout du compte, quand on fait les appels d'offres, eh ben, il y a celui qui arrive qui dit ah, mais attends, mais ça je peux le faire en béton, pourquoi du métal? Et au bout du compte c'est moins cher, forcément. Parce que la conception au départ n'a pas optimisé la filière métallique. En revanche, vous prenez par exemple prenez un centre commercial type ça s'appelle quoi, Marjane ou autre, où vous voulez un poteau tous les 16 mètres, ben, vous n'avez pas de problème. La fonction implique des portées de 16 mètres, ben, vous allez voir que votre toiture elle est métallique. Et si vous voulez commencer à mettre du béton ou autre, vous allez avoir une masse de béton embarquée qui va être importante, avec des inerties pas possibles et des fondations incroyables. Donc on est bien dans le domaine de l'optimisation qui a été demandé par le projet. Donc en fait par la maîtrise d'ouvrage, par le donneur d'ordre. Si l'architecte à un moment donné, quand il a un projet où le donneur d'ordre ne l'emmène pas sur la construction métallique, eh bien s'il ne pense pas métal, il finira béton. Donc vis-à-vis des architectes, à un moment, ce sera aussi de votre rôle de conseil. Quand l'architecte va vous dire, voilà, j'ai pensé à un truc en métal, si vous commencez à le regarder et puis vous commencez à voir un poteau ici, un poteau là, 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 si vous lui dites pas, mon gars, à mon avis, ton truc, si tu le veux en métal, là, tu n'iras pas jusqu'au bout. Parce qu'économiquement, il vaut mieux le faire en béton. Donc ça fait aussi partie, dans votre relation commerciale vis-à-vis de l'architecte, de le conseiller à un moment donné sur ce qu'il ignore. Il ne faut pas lui dire « t'es idiot », parce que ça commercialement c'est pas bon, mais il faut l'amener à lui dire « il faut optimiser le métal si tu veux avoir un projet métallique à la fin ». Parce qu'après tout s'enchaîne, c'est-à-dire que si la structure passe du métal au béton, peut-être que sa façade qui était prévue en fait sur du métal va à un moment donné devenir trop compliqué à mettre en œuvre sur des structures béton. Donc hop, ça va tout lui emmener. Et un architecte, ce qu'il aime, c'est sa façade, c'est l'aspect de son bâtiment. Or la structure, c'est ce qui va la porter, donc il faut l'emmener, le garder, enfin l'accompagner dans le choix des technologies. Voilà, donc c'est bien ce que j'ai dit ici, hein. Convertir une conception maçonnerie en structure métallique conduit à un échec économique. Il n'y a pas de secret, donc il faut d'abord penser métal si on veut faire du métal. Donc ça, ce sont donc ces lignes d'épure qui vont donc mettre en scène plutôt des grandes portées et je dirais minimiser en fait la structure. Plus elle va être légère et aérienne, c'est-à-dire moins on va en mettre, mieux le projet se portera. La surabondance, par exemple, ici au Maroc, c'est incroyable le nombre de projets que j'ai vus où il y a à peu près 30% de métal en trop. Jamais j'ai vu ça. Alors, ce qui est bien, c'est que, enfin, je sais pourquoi, hein, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'acier se vend au kilo, comme les tomates. On ne vend pas un portique, on ne vend pas une poutre, on ne vend pas un plancher, on ne vend pas un poteau, on vend du kilo. Donc quand on est en phase, je dirais, avantageuse, on veut faire un marjane, on ne peut pas faire autrement qu'en métal, les charpentiers métalliques au Maroc, ils ne sont pas idiots, ils savent très bien qu'il ne changera pas, il ne passera pas au niveau du béton. Donc les prix sont relativement élevés et puis on rajoute des kilos. En revanche, mais ça durera qu'un certain moment, parce qu'à un moment donné, il y en a qui vont vite comprendre que le coût de l'ouvrage global est quand même important, et que si on peut baisser le nombre de kilos embarqués en acier dans le bâtiment, on aura une facture plus légère à la sortie. Alors ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que dans l'approvisionnement du métal, on se retrouve aussi avec des stocks. Et si on peut mettre un HEA de 200, mais que sur mon stock, j'ai du 300, ben, je vais vendre du 300. Donc ça, c'est le problème plutôt du commerce, de l'approvisionnement par les importateurs, les marchands de fer. Ce qu'on appelle les marchands de fer, c'est en fait les négociants, vous devez connaître comme ETAF, j'ai oublié les noms encore, ETAF c'est un des plus gros. Donc ceux-là sont donc des approvisionnements, et donc ils vont les utiliser en priorité.